Bienvenue sur Hors Réseau. Dans cette vidéo, je construis plusieurs systèmes d'énergie solaire en recyclant des batteries lithium-ion. Merci pour votre patience, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié. C'est un projet qui s'est déroulé à l'hiver et au printemps dernier. En travaillant sur le projet de miroir parabolique, j'ai mis la main sur le deal du siècle des batteries lithium-ion. Dans un centre de recyclage de plastique des Catepec, dans la banlieue de Mexico, j'ai trouvé des cellules 10 fois moins chères que le prix du marché. Le prix à payer était de toutes les tester. J'ai eu environ 15% de défauts, de batteries défectueuses. C'est quand même incroyable, le gars qui recycle le plastique, pour récupérer quelques pesos de plastique, a sorti les cellules lithium-ion de leur boîte, ce qui les a détruits dans la plupart des cas. Le métal étant exposé, ça a créé des courts-circuits, puis je l'ai mis en garde qu'il risquait de mettre le feu à son entrepôt. Cela dit, c'était 36 pesos mexicains par paquet de 6 cellules, incluant le BMS, la boîte, un fusible et les cellules déjà connectées. J'ai décidé d'unir les cellules 5 par 5 en parallèle. Ce sont des batteries d'aspirateurs qui vont de 22 à 25 volts environ. Chaque paquet de batterie vient avec son propre BMS qui doit communiquer avec le chargeur de la compagnie, que je n'ai pas. Donc, je vais tout simplement outrepasser ce système et me connecter directement sur le point positif et négatif des batteries, tout en réutilisant le fusible qui est déjà inclus. J'ai validé que les cellules se balancent de manière passive, donc en chargeant de cette façon, chaque cellule avait le même voltage à la fin. Ça aurait été mieux d'utiliser la soudure à point, mais j'avais pas cette machine. Considérant que ce sont des cellules déjà un peu dégradées, les dégrader un petit peu plus, ça change pas grand-chose. C'est ainsi que j'ai soudé des centaines de câbles. J'en ai fabriqué beaucoup de câbles, c'était un travail très répétitif, ça m'a pris des mois. Une des raisons qui me motive à faire ça, c'est que les gouvernements sont soit incompétents, soit de mauvaise foi, ou les deux. Je me suis tellement plaint par rapport à l'inaction des gouvernements face au changement climatique que j'ai décidé de prendre les choses en main, prendre mon argent et fabriquer des systèmes d'énergie solaire. Ça a un impact concret sur la consommation de gaz. L'objectif du projet était de donner ces systèmes d'énergie solaire à des amis mexicains. Dans le cas des paquets défectueux, qui ont un voltage plus bas que 20, j'ai démonté tous les paquets, déconnecté les cellules les unes des autres, car souvent c'est seulement une ou deux cellules qui sont brisées, les autres sont encore fonctionnelles. Il s'agit simplement d'enlever le BMS, déconnecter les cellules des unes des autres en enlevant le nickel. Et puis j'utilise le chargeur spécialisé Zanflare C4, qui est le meilleur que je connais, pour recharger les cellules et tester leur capacité. Pour charger ces paquets, j'utilise une source de courant variable qui me permet de simuler les panneaux solaires avec un petit contrôleur de charge. Généralement, on considère qu'une cellule qui est en bas d'un volt, là, comme on voit ici, est brisée et n'est pas réutilisable. Or, avec ce chargeur-là, j'arrive à les faire remonter. Évidemment, ce ne sera pas des cellules de très bonne qualité, là. Elles sont dégradées, on peut les qualifier de qualité B ou C. Et ce qui va se passer, c'est que, comme on voit sur la caméra thermique, souvent les cellules vont chauffer lors de la charge et la décharge. Là, il y a une partie de l'énergie qui est perdue en chaleur plutôt que de donner de l'électricité. Éventuellement, ça pourrait prendre en feu. Dans certains cas, j'ai dû jeter quelques cellules qui étaient vraiment brisées, qui auraient pu mettre le feu. Par exemple, ici, en chargeant un des paquets de 5, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était brisé complètement. Et puis, j'ai dû le changer.
La batterie chauffait énormément et puis ça a failli mettre le feu. Et voilà, maintenant j'ai un paquet à 21 volts. C'est bon, je peux le remplacer. Le câble avait fondu, j'imagine qu'il y a eu un court-circuit, là. J'unis les cellules avec des bandes de ruban adhésif. Je les ai mis 2 par 2 et ensuite celles du milieu, j'en mets de chaque côté afin de les mettre 5 par 5. Ça aurait pu être un autre chiffre, ça aurait pu être 6 ou 4, peu importe. Donc on est rendu à unir les cellules en parallèle. J'ajoute un petit bout de ruban adhésif pour éviter qu'il y ait un court-circuit. Ça aurait été mieux de balancer toutes les cellules au même niveau de voltage avant de les unir, mais bon, j'en avais tellement à faire que je les ai mis comme ça. Dans certains cas, ça a chauffé un peu, ce qui n'est pas idéal, mais bon, comme vous allez voir, j'en ai fait tellement que j'avais pas de temps à perdre avec ça, là. Ça fonctionne quand même. Là, vous allez me dire dans les commentaires qu'il ne faut pas faire ça, mais vous savez la quantité que j'en ai fait, là, on voit la quantité de vis qui sont là. Le plus important après avoir soudé et fait ses travaux, c'est de se laver les mains, surtout avant de manger. Il y a du plomb là-dedans, faut surtout pas mettre ça dans sa bouche. Ici, on voit la quantité de cellules qui étaient dans des paquets brisés, que j'ai réussi à revaloriser. Et puis, tous les paquets que j'ai fabriqués, 5 par 5, je les ai triés par sorte de cellules. J'avais 3 sortes, des Samsung bleus et 2 autres marques moins connues, des mauves et des oranges. C'était juste avant de déménager. Alors voici les paquets de cellules avant de monter les batteries. J'ai décidé de mettre 10 paquets de 5 dans chaque batterie. Afin de réduire le risque de feu, j'ai décidé de fabriquer des batteries en acier. L'inconvénient, c'est que c'est extrêmement lourd, mais si le feu prend là-dedans, ça va éviter de mettre le feu aux maisons. Considérant la qualité des cellules, c'était risqué. Donc, j'ai acheté des grosses feuilles d'acier que j'ai découpées à la longueur voulue. Alors, je vais les plier en 4 afin de faire une boîte. J'ai décidé de faire ça aussi pour me pratiquer à souder, pour améliorer mes aptitudes en soudure MIG FluxCore. Je crée un sillon dans le métal. J'enlève à peu près la moitié. Ça, c'est mon premier que j'ai fait. J'aurais pu creuser un peu plus. Faut en enlever un petit peu plus que la moitié pour que ce soit facile à plier. Comme vous allez voir, j'ai un petit peu de difficulté à plier mon premier, mais j'ai pas les images des autres, je m'étais amélioré après. D'ailleurs, j'utilisais plus ce bout de bois-là. J'étais capable de les plier directement.
On est à notre appartement dans le plein milieu de la capitale mexicaine. Disons que je m'ennuie du lac. Voilà le résultat et plusieurs feuilles à venir à souder. J'ai mis une courroie de pression pour la tenir en place. Donc, avec la machine à souder, je commence par faire quelques points. Et je vais enlever la courroie pour éviter de la faire fondre, car le métal vient très chaud. Alors voilà, maintenant je peux souder toute la longueur. Là, il y a deux erreurs majeures que j'ai faites dans ces images. Premièrement, j'ai la peau exposée aux radiations de la soudure. J'ai eu tout un coup de soleil, on pourrait dire un coup de soudure. Ça m'a brûlé la peau littéralement. La soudure crée des radiations UV, entre autres. Très mauvais pour la peau. Enfin, j'ai tout brisé mes vêtements, car ce ne sont pas des vêtements appropriés pour souder. Si vous décidez de faire ça, procurez-vous une chienne de travail appropriée pour souder, parce que c'est ce que je vais faire à l'avenir. D'ailleurs, dans le prochain projet qui s'en vient, je me suis brûlé au 3e degré en soudant. À certains endroits, je vais avoir des cicatrices à vie. Mais bon, j'en suis pas à ma première cicatrice. J'ai découpé des morceaux pour faire le fond, que je soude à leur tour. Quand même, j'ai pris la peine d'acheter un bon casque de soudure, c'est le plus important, sauver sa vue. Il y a moyen de devenir aveugle. Souvent, je vois des Mexicains qui soudent sans casque, là, j'en reviens pas. Ensuite, j'utilise le grinder pour nettoyer les soudures. D'ailleurs, j'ai pas d'image de ça, mais j'ai des brosses en métal à la main pour nettoyer l'intérieur. On voit les résidus de la soudure en blanc. Et puis voilà le résultat. Un soudeur professionnel serait sûrement horrifié de voir ça. Mais bon, pour ma part, je suis quand même satisfait. Ça m'a permis d'améliorer beaucoup mes aptitudes dans le domaine. Là, j'ai pas soudé la base au complet. Volontairement. S'il y a de l'eau qui se condense ou qui rentre là-dedans, ben, ça va pouvoir sortir par en bas. Inversement, s'il y a une inondation, l'eau va rentrer, mais bon, j'ai bien averti les gens de mettre ça à l'abri de la pluie. Je commence à monter les batteries. J'unis les paquets de cellules 2 par 2. Question de monter à 50 volts. Donc, j'ai mis 2 câbles principaux à l'intérieur. Alors, en mettant 2 câbles de plus gros calibre, j'unis tous les paquets qui sont 2 par 2. Donc, pour résumer, j'ai mis chaque paquet de batterie 22 volts 5 par 5 en parallèle et ensuite, je les mets en série pour obtenir 50 volts. Chaque paquet de batterie originale a 2 ampères-heure à environ 25 volts, ce qui fait pas loin de 50 Wh.
Je les ai mis 5 en parallèle, ça fait pas loin de 250 Wh. En le montant à 50 volts, en les mettant ensemble, ça fait pas loin de 500 Wh. Et j'ai 5 fois ces paquets-là par grosse batterie, ce qui me donne environ 2,5 kWh par batterie. J'aurais pu en mettre plus ou en mettre moins. Je trouve que de cette façon-là, ça fait un poids qui est difficile à transporter, mais qui est quand même possible. En avoir mis plus, ça aurait été tellement lourd que ça aurait été très difficile à déplacer. Donc, l'inconvénient de ces batteries-là, c'est qu'elles sont extrêmement lourdes, considérant qu'il y a beaucoup d'emballage, beaucoup de BMS. En plus, avec l'acier, elles sont destinées à rester sur place. Là. C'est des batteries qui ne vont pas bouger une fois qu'elles sont installées. Dans ces images, ça fait environ 1 mois qu'elles ont été chargées. Avant de les unir, je vais mesurer le voltage à nouveau pour m'assurer que ça n'a pas descendu. Ce qui risque d'arriver, c'est que s'il reste des cellules défectueuses, elles vont chauffer et drainer le voltage de toutes les autres cellules dans le paquet. Alors, en m'assurant que ça reste à plus que 22 volts, j'ai une dégradation minimale là, au sein de ces paquets-là. J'ai confiance de pouvoir les mettre ensemble sans avoir de problème. Éventuellement, je vais connecter tous les paquets en parallèle. Là. Le calibre des câbles est relativement petit, mais il y a tellement de cellules là-dedans que le courant ne montera jamais plus que ce que j'ai mis. Là. Quand on fait ça, c'est important de s'assurer qu'on a le bon calibre de câble. Il faut vérifier les chartes d'ampérage selon la taille des câbles afin de s'assurer que ça ne chauffe pas là, lorsqu'il va y avoir du courant. Je ne crois pas que c'est une bonne pratique, mais j'ai décidé de mettre des connecteurs MC4 sur les batteries parce que les gens qui vont les installer n'ont pas les connaissances nécessairement pour faire ça de manière sécuritaire. Donc, avec les connecteurs MC4, c'est facile, là, ils ne peuvent pas se tromper. J'ai identifié des câbles batterie. Alors, il s'agit de connecter le câble de la batterie sur le contrôleur de charge. Ils ne peuvent pas se tromper de polarité là, et faire sauter le contrôleur. C'est mieux d'utiliser des écrous et des boulons. Enfin, on est rendu à monter la planche avec le contrôleur de charge et les disjoncteurs. C'est la première fois que j'utilise des boîtiers de disjoncteurs, ce qui est une excellente pratique pour éviter les risques de feu. Un disjoncteur, ça peut exploser. Là. Alors, si ça explose à l'intérieur de la boîte, c'est pas grave, sinon ça peut être dangereux. Là, je sais qu'on peut acheter des morceaux qui servent à mettre sur les trous. Là, j'en avais pas sous la main, donc j'ai limé pour éviter que les câbles soient coupés par le métal. Et puis, je vais rajouter du ruban adhésif aussi. J'ai acheté des bons outils pour faire le travail parce que j'en avais vraiment beaucoup à faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces outils-là. Si vous en faites pour la peine, c'est bon d'avoir des outils de qualité. C'est d'ailleurs la première fois que j'utilise des pinces à sertir, le crimping tool. C'est une excellente pratique d'écraser les connecteurs sur les câbles. Là, c'est controversé. Il y a des gens qui disent de pas les souder, mais je vais faire les deux. J'écrase les connecteurs sur les câbles et ensuite je soude. Ensuite, j'ajoute du ruban adhésif pour isoler. Ce ne sont pas des pinces à sertir conçues pour ces connecteurs-là. Je crois que c'est fait pour des câbles réseau. J'avais acheté ça par erreur, mais ça fonctionne quand même là, en forçant un peu. Depuis que j'ai fait ça, mon ami Patrice m'a recommandé de mettre du silicone à l'intérieur des connecteurs MC4 pour isoler de l'eau. J'ai eu des problèmes dans la forêt à cause de ça. Là. Il y a plusieurs connecteurs qui ont brisé à cause de ça. Au moment de construire ces systèmes-là, j'avais pas eu l'information. Donc, il y a 2 disjoncteurs 100 ampères de Midnight Classic et un disjoncteur 120 volts 15 ampères, comme on trouve dans toutes les maisons. Alors, je commence à connecter les câbles pour les panneaux solaires. C'est très bien identifié sur la boîte du contrôleur onduleur quelles sont les entrées et les sorties. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut s'assurer que c'est bien vissé en place là, pour qu'il n'y ait aucun mouvement. J'ai décidé d'utiliser une barre d'alimentation pour la sortie électrique. Là, ces systèmes-là ne peuvent fournir qu'environ 2000 watts, comme une prise normale de maison. Il s'agit de bien connecter les câbles live, neutral et ground.
Vérifiez plusieurs fois avant de connecter vos affaires pour être sûr de ne pas se tromper, là. Ça pourrait briser des équipements là, si c'est pas bien fait. Je vais donc mesurer avec le multimètre quel câble mène à quelle connexion. Enfin, je connecte tout ce qui reste. Assurez-vous de bien calculer la quantité d'ampères que vous prévoyez avoir dans chaque câble. C'est pour cette raison que j'en mets 2 sur les batteries et 1 sur les panneaux solaires. Les batteries sont à 50 volts et les panneaux solaires sont prévus pour être à 80 volts. Donc, ça change la quantité d'ampères qui va passer, ce qui me permet d'économiser sur le cuivre. J'identifie les disjoncteurs et je solidifie tout en place. Voici le résultat à l'intérieur de la boîte. Il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de court-circuit, qu'il n'y a rien qui bouge là-dedans. Par mesure de sécurité additionnelle, je vais solidifier en place les câbles en utilisant de la broche, des vis et des rondelles. Je prends des bouts de broche que je vais courber comme ça, et puis je visse les câbles en place sur la planche. De cette façon, s'il y a du mouvement, si quelqu'un tire sur un câble, ça ne va pas interférer avec la connexion du contrôleur ou de la boîte de disjoncteur. On évite des problèmes. Voici les connexions à l'intérieur. Le résultat final. Et comme on voit bien, si je fais bouger les câbles en bas, il n'y a rien qui bouge vers le haut. Enfin, ça marche. J'arrive à décharger et obtenir du 120 volts. Alors, il reste à tester la charge. J'ai donc mon installation temporaire sur la terrasse. Donc, avec ces 2 panneaux solaires mal placés temporairement, j'arrive à confirmer que ça charge et c'est prêt à livrer après avoir configuré le contrôleur onduleur. Il faut voir le manuel et s'assurer de bien comprendre tous les paramètres. Parmi les plus importants, il y a le numéro 6 là, qui permet de dire qu'on va seulement utiliser l'énergie solaire parce que ce serait possible de le connecter au réseau. Mais là, ma générosité a des limites. C'est ce que j'ai fourni, un système d'énergie solaire sans le connecter au réseau. Ensuite, je mets les batteries sur mesure et puis je vais mettre les voltages appropriés pour éviter la dégradation des cellules et éviter le feu. Puis il faut s'assurer de bien ajuster tous les paramètres selon votre situation. Voici maintenant le résultat installé chez Vivek, qui a d'ailleurs son canal YouTube. Il fait des vidéos sur la culture mexica, très intéressant en espagnol. Je vous invite à aller visiter son canal, j'ai mis le lien dans la description. Il m'a manqué les images de la fabrication de la fermeture du dessus des boîtes de batterie.
Mais voilà, avec des vis et puis de la tôle pliée, j'ai fermé tout ça. J'ai fait des trous dans le haut pour faire passer les câbles. Donc si le feu prend, ça va être minime la quantité de feu qui va sortir de là. Enfin, voici les câbles qui vont jusque sur le toit et son installation. Vivek m'a rapporté que ça fonctionne très bien. Il fabrique toutes ses vidéos avec ça. Son ordi est connecté tout le temps là-dessus. Et il n'y a eu aucun problème là, depuis 6 mois. Il est vraiment content que je lui ai partagé ça. Voici des images de l'éclipse solaire totale qui a eu lieu le 8 avril 2024. Malheureusement, à Mexico, ça n'a pas été une éclipse totale et on n'a pas osé aller dans le Sinaloa pour voir l'éclipse totale. J'envie ceux qui étaient au Québec sur la rive sud pour voir ça. Voici quand même mes images prises à travers un miroir noir d'obsidian. Entre autres, c'est un outil qui est utilisé par les guerriers Tezcatlipoca afin d'arriver à maîtriser son soi intérieur. Évidemment, c'est moins efficace qu'un filtre comme on a sur des lunettes pour observer les éclipses, alors il ne faut pas le regarder trop longtemps. Quand même, on arrive à voir le croissant solaire. J'ai donné 4 de ces systèmes d'énergie solaire à des amis, et le 5e, c'est nous qui l'utilisons où on voit ces images. Cette année, j'arrive à 10 systèmes d'énergie solaire de construits. Ça me donne beaucoup de fierté. J'ai déjà hâte de vous montrer ma prochaine vidéo dans laquelle je construis une station de charge hors réseau pour véhicules électriques. J'ai déjà toutes les images. Ça s'en vient sous peu. À bientôt!